J'étais en train de vous remercier de nous rejoindre cet après-midi pour la suite de cette journée sur la multiplication à couvage. Donc cet après-midi, on va parler d'économie et de situation des marchés. Donc c'est François Cadudal qui va vous présenter tout ça. On va également parler de biosécurité. Et je remercie à nouveau tous les participants de cette journée, tous les orateurs qui ont fait preuve d'une grande qualité ce matin et également les intervenants de cet après-midi. On est sûr qu'il y aura une qualité qui sera pareille que ce matin. Voilà, je remercie Louis qui préside cette journée et puis tous les annonceurs qui lui ont permis d'exister. Louis, est-ce que tu veux nous dire deux mots? Non, rien du tout. Je trouve que tu les challenges, là, tu leur dis qu'ils ont intérêt à être aussi bons que ce matin, mais ça, je suis sûr qu'ils vont La l'être. pression est grande. Il y a une pression, on sent bien, là. Mais j'ai vu les présentations en avance et je n'ai aucun doute sur leur grande qualité. Super. Écoute, on laisse la place donc à toi, François, pour assurer cette première partie. Oui, bonjour à tous. En tout cas, merci pour l'invitation. Sur la présentation économique, qui n'est pas une présentation économique classique qu'on a l'habitude de faire régulièrement, je voudrais préciser que c'est une vision assez macro du secteur français et européen du maillon sélection, du secteur de la sélection à la couvage. Pour la plupart des données sur lesquelles on travaille, elles ne nous permettent pas d'être extrêmement fins pour déterminer ce qui relève purement de la sélection, ce qui relève purement de la multiplication à couvage, et a fortiori avec des imprécisions concernant les espèces. Mais on peut quand même en tirer quelques enseignements qui me semblaient importants de partager avec pas sur des éléments de conjoncture, mais plutôt sur des éléments de perspective ou de tendance qu'on peut observer, on va dire, à moyen terme. Quelques éléments de repère d'abord pour rappeler que le secteur français, secteur sans donc comme sélection, multiplication à couvage français, reste quand même un leader européen en termes de volume produit. Alors, quand on parle de volume, j'aime bien penser que quand on parle de volume, on fait plutôt référence, compte tenu des ratios du métier, on surreprésente plus le secteur de la couvage, et quand on parle de valeur, c'est un peu plus équilibré en termes de représentativité entre la sélection et la couvage. Donc quelques éléments. Donc le secteur français qui reste le numéro 2 en Europe et qui a priori s'est fait dépasser récemment en termes de volume produit par la Pologne depuis 2009 seulement. Avec la forte dynamique qu'ont connue jusqu'en 2020 les filières volailles de chair polonaises en particulier, très centrées sur le poulet. Et si on regarde par espèce, la France reste le numéro 2 en Europe, dans l'Union européenne, derrière la Pologne, et alors que la France, les volumes de production du secteur sélection et couvage le poulet ne représente que 70% des volumes en France, tandis qu'en Pologne, il représente plus de 92% des volumes, et ça reflète aussi la diversité des productions françaises. La France reste numéro 1 sur la dinde, devant l'Allemagne, sur le canard également, devant la Hongrie, et numéro 2 derrière les Pays-Bas pour ce qui concerne les poules pondeuses, mais là avec de fortes interactions avec le marché allemand. Toujours pour continuer sur quelques éléments de repère, c'est des extraits d'une étude qu'on avait menée en 2018 pour un peu fixer les choses. Le chiffre d'affaires du secteur sélection à couvage en France est estimé à un peu moins d'1 milliard d'euros, à 900 millions d'euros sur une base de 2018, qui a bien sûr pu évoluer depuis. Pour faire simple, 50% de ce chiffre d'affaires, c'est de la couvage pour le marché français. 20, on va dire un quart, c'est de la sélection destinée au marché français, et 25 autres pourcents, le dernier quart, c'est tout ce qui est marché export. Alors, ici, export étant pris dans un sens extrêmement large, ça peut être à la fois des expéditions sur le marché européen ou des exports vers des contrées plus lointaines, vers les pays tiers, avec export qui recouvre à la fois la sélection et la couvage, mais avec
un maillon sélection qui est bien sûr ultra dominant en termes de valeur dans ces exportations. Et pour fixer un peu les choses par filière, on est à peu près 55, on va dire 54% pour du chiffre d'affaires qui est fait par le poulet de chair, à peu près 20% par la dinde et 15% par le palmipède, le solde étant réalisé par de la poule pondeuse, de la pintade et les gibiers de chasse, dont on ne parlera pas ici dans le cadre de cette présentation. Quelques éléments aussi à bien avoir en tête qui impactent directement le secteur sélection à couvage français, des dynamiques récentes qu'il faut avoir en tête, c'est que sur le marché de la volaille de chair, depuis 2006, la consommation de volaille en France est en croissance, mais que cette croissance est uniquement portée par le poulet, avec une érosion, concomitamment une érosion, une stabilité de la consommation de dinde, de pintade et de canard, des autres espèces. Et aussi notamment sur les espèces, sur les pintades et canards maigres et gras, il y a une tendance, alors même si elle n'est pas extrêmement prononcée, mais il y a quand même une petite tendance à la saisonnalisation de la consommation, donc de la production, ce qui, en termes d'amont, implique aussi une gestion des cheptels repros un peu plus complexe qu'une production régulière sur l'année. La croissance du poulet, donc cette croissance de la consommation, notamment sur le poulet, est portée par essentiellement tout le secteur de la restauration, avec une bonne part d'importation, mais aussi de la production française qui destinée à ce secteur de la restauration, et des produits alimentaires intermédiaires, des ingrédients pour des pizzas, produits traiteurs, etc. Avec ce qu'on constate, c'est la Corée, c'est un alourdissement des animaux, ce qui fait que, exprimé en nombre de volailles, on a des animaux plus gros, mais on a moins de mise en place, des mises en place qui réduisent à volume équivalent. On a, pour l'instant, depuis 2012, on constate une stabilité de la part des importations sur le marché français, notamment en poulet. Mais la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'à terme, on a noté, en tout cas, il y avait des timides signaux d'une sorte d'un renforcement de ce qu'on pourrait appeler du locavorisme, c'est-à-dire plus d'intérêt, une renationalisation de la consommation de la viande de volaille en France. Est-ce que cette tendance, elle va perdurer dans les années à venir? C'est encore très incertain, mais en tout cas, ça serait un signal positif pour la couvage français. Et puis aussi, à terme, quel peut être l'impact de l'étiquetage de l'origine des viandes de volaille en RHD? Certainement très positif, mais ça dépend sur quel périmètre et aussi comment évoluent les habitudes de consommation française, puisque ce décret d'étiquetage ne couvre a priori pas complètement toutes les catégories de produits issus de la viande de volaille. Et enfin, la tendance, c'est, bon, ça c'est un peu du passé, mais il y a eu des pertes de parts de marché export vers les Proches et Moyen-Orient qui a beaucoup impacté le nombre de volailles mises en place, mais dans la production. Et aussi, de manière plus structurelle, depuis 2018, la France perd des parts de marché, perd des volumes en valeur absolue vers les marchés de l'Union européenne. Conséquence du Brexit ces dernières années, mais pas que. Sur la plupart des marchés, les expéditions de la France s'affichent plutôt en recul. On a, concernant la filière foie gras, bien sûr, on va pas revenir dessus, mais ça a beaucoup touché le maillon sélection à couvage français. C'est les deux crises d'influenza aviaire de 2015 à 2017, les deux. Puis une filière qui était en convalescence, qui a retrouvé un peu une dynamique et qui a été durement touchée par la Covid, par les restrictions liées à la Covid, avec la fermeture de la restauration, qui est un important débouché pour la filière foie gras, à la fois en France et à l'étranger, et puis rebelote, de nouveau touchée fin 2020 par une crise influenza qui est revenue s'ajouter en plus à la situation, à l'impact de la Covid. Et sur la filière œufs de consommation, là, les tendances sont globalement, on a une demande croissante en France depuis 2015, un certain dynamisme qui semble retrouver en tout cas sur ce marché qui était plutôt mature, plutôt stable, avec d'un côté une transition de l'alternative qui
fait que la durée, globalement par rapport à un modèle cage, on a une réduction de la durée de production, notamment en tout cas c'est nous ce qu'on constate, une réduction de la durée de production en moyenne, hein, je parle bien, et qui est contrebalancée, ce qui fait qu'il y a plus de poulettes, besoin de plus de poulettes pour produire la même quantité d'œufs. Mais d'un autre côté, on note notamment des persistances de ponte, des durées de ponte un peu en progression, ce qui fait que sur certains modèles, on a besoin la poulette est amortie beaucoup plus longtemps. Et toute filière confondue, on a un certain nombre de questions, hein, qui sont adressées au secteur de sélection, multiplication et couvage français, mais aussi européen, autour de l'éthique. Hein, on va pas y revenir dessus, mais sur la gestion des animaux non valorisés, en filière pondeuse, en filière gras, sur la sortie plein air des parentaux en production biologique à terme avec un gros point d'interrogation, des questions de bien-être animal sur les traitements des animaux, et puis là on va en parler sur le sanitaire où depuis 2015, il y a eu quand même c'est-à-dire en 5 ans, il y a quand même eu 3 épisodes d'influenza aviaire majeures en France avec des conséquences bien sûr sur les filières du Sud-Ouest, mais aussi avec des répercussions indirectes sur l'ensemble des secteurs avicoles français, et en particulier sur le maillon sélection à couvage. Si bien que toute filière confondue, on constate une baisse des volumes d'activité du maillon essentiellement à couvage français, hein, de l'ordre de 2% par an entre 2012 et 2020. Pourquoi Enfin, plutôt comment? Entre 2012 et 2017, on a un recul assez linéaire de la production d'œufs à couver, hein, pour un certain nombre de phénomènes qu'on a déjà décrits, qui reculent en moyenne de 17 millions d'œufs à couver par an. Et sauf qu'à partir de 2017, là, on a un fort recul de quasiment 50 millions de la production d'œufs à couver en France, de l'ordre de 50 millions d'œufs par an. Donc une accélération assez nette, avec jusqu'en 2017 une activité export de génétique. Ici, on a pris dans les statistiques tout ce qui concernait les œufs à couver et les animaux d'un jour, qui soutient l'activité du secteur. Et post-2017, on a vraiment une rupture de tendance où l'activité export ne soutient plus la production française. Et c'est assez transversal à toutes les productions. Alors, comment se lire ce tableau? Vous avez entre la première colonne, c'est 2012-2017, hein, la tendance entre 2012 et 2017 par an, et la tendance entre 2017 et 2020 également par an. La première ligne la variation en millions d'euros par an, c'est la variation de la production d'œufs à couver, toutes espèces inconfondues, et puis par espèce par an. Et donc, en l'occurrence, c'est ce que je disais, hein, la diapo précédente, on a entre 2012 et 2017, toutes les espèces confondues, une baisse de l'ordre de production de l'ordre de 17 millions d'œufs à couver par an, et entre 2017 et 2020, une baisse de l'ordre de 50 millions d'œufs à couver par an. Et les deux lignes de dessous, c'est finalement sur quel est le segment de marché, si on peut dire ça comme ça, qui explique cette baisse. Soit c'est une baisse liée au marché français, soit c'est une baisse liée au marché export étant ici, bien sûr, intégré dans son sens large. Ce qu'on constate pour à peu près toutes les espèces, c'est que de 2012 à 2017, la baisse est principalement liée à la baisse des débouchés sur le marché français, mais qu'on a une activité export qui contrebalance partiellement, en tout cas, cette dynamique sur l'ensemble des marchés. Et systématiquement, si on regarde sur la période 2017-2020, c'est ce que je disais aussi, on a une baisse à la fois des débouchés sur le marché français, mais aussi une baisse sur les débouchés marché export, et ceci à peu près transversal à toutes les espèces qu'on considère le poulet de chair, la dinde, le canard, c'était déjà sur une dynamique, ça a été renforcé en canard. On la constate aussi en pintade, et c'est un peu et puis la situation est un peu différente en pondeuse, où là c'est plus les exports liés à une réorganisation des outils qui fait que la tendance est un peu inverse. Mais globalement, c'est ce qu'on peut retenir. On a d'abord une érosion des marchés français, puis des marchés étrangers. Et un export qui ne joue plus le rôle de relais à partir de 2017. Pourquoi? Alors,
si on regarde, vous avez ici sur le graphique de gauche, en bleu, c'est les courbes qui concernent la France, en rouge, c'est les courbes qui concernent l'Union européenne en dehors de la France. Et vous avez ici, c'est exprimé en indice, hein, référence 2012, et les courbes en pointillés. Alors, la courbe pleine, ça représente les expéditions de la France vers les autres marchés de l'Union européenne. La courbe bleue en pointillé, ça représente les exportations de la France vers les pays tiers. Quelques éléments de repère. Les échanges intra-UE de pays européens vers d'autres États membres, les exportations, tout confondu des pays de l'Union européenne, en termes de génétique avicole, c'est un peu moins de 2 milliards d'euros, dont 60% qui sont destinés à d'autres marchés de l'Union européenne et 40% qui sont destinés à des pays tiers. En France, la situation est un peu plus équilibrée. En 2020, on était à peu près, on va dire pour faire simple, moitié-moitié. Donc c'est moitié-moitié entre les ventes de génétique vers les pays européens et des ventes de génétique vers les pays tiers. Et si on regarde la dynamique, il y a vraiment une rupture après la première crise d'IA en 2015 qui a vraiment brisé la dynamique du secteur français, notamment d'export vers les pays tiers, et qui n'a même pas retrouvé les valeurs pré-IA dans les dernières années. Et en plus, ce qu'on peut constater en regardant la courbe pleine des expéditions vers l'Union européenne, c'est que il y a jusque, on va dire, en 2017-2018, la France maintient à peu près ses volumes, son chiffre d'affaires à l'expédition vers les autres pays de l'Union européenne. Mais à partir de 2018, là, il y a un phénomène qui s'inverse et il y a un recul du chiffre d'affaires vers l'Union européenne. En gros, entre 2012 et 2017, la France représentait à peu près 13% de la valeur de la génétique avicole échangée dans l'Union européenne et au sein de l'Union européenne, et ça recule de 1 point par an depuis. Sur la part de marché des valeurs des exportations de la France, que représente la France dans les exportations de l'Union européenne vers les pays tiers, c'était 20% à peu près jusqu'en 2015, et depuis 2015, c'est passé à 13%, donc un fort recul. Donc, on a cette influenza aviaire à partir de 2015 qui a cassé la dynamique d'exportation vers les pays tiers, avec un chiffre d'affaires qui n'a pas été retrouvé depuis, et un recul aussi des expéditions vers l'UE depuis 2017, qui est ciblé sur quelques marchés, la dinde, notamment les exportations vers le Royaume-Uni, la Pologne et l'Italie, le canard, avec une baisse particulièrement importante vers le Royaume-Uni, la Pologne et la Bulgarie, et puis sur la Belgique, avec des pays, notamment la Pologne, qui quelque part s'autonomise, investit dans son amont pour approvisionner notamment la croissance de sa production de viande sur les élevages. Toujours dans cette idée que les crises sanitaires à répétition impactent fortement le maintien en sélection à couvage français, vous avez ici un petit tableau qui est une tentative pour résumer à grands traits quel a été l'impact, quelles ont été les pertes économiques pour chacun des maillons de la chaîne des filières avicoles françaises sur leur marge brute, hein, ce qui permet globalement à la fin de sommer avec un impact qu'on estime. Alors, on n'a pas pris en compte ici, pour être précis, les coûts de destruction des foyers. Hein. Ce qu'on a pris en compte, c'est uniquement les pertes de marché consécutives aux non-productions, ou à la baisse de la production, aux fermetures de marché. Sur le moment, hein, qui sont considérés comme très supérieurs uniquement au nombre d'animaux qui ont été euthanasiés. Tout ça pour dire que on estime le coût global pour les filières avicoles à de l'ordre de 500 à 600 millions pour chacune des épisodes, des deux derniers, des épisodes historiques d'influenza en 2015, 2016 et 2016-2017, ce qui représente à peu près de l'ordre de 7 à 10% du chiffre d'affaires global de la filière avicole française, qui est non négligeable, avec un secteur sélection à couvage qui, si en valeur
on va dire, brut, ça a l'air moins important que les pertes qu'ont pu subir le maillon transformation. En fait, en termes de poids du chiffre d'affaires, c'est extrêmement conséquent, avec la particularité, c'est que c'est essentiellement l'activité export qui a été pénalisée, conséquence souvent indirecte des mesures d'interdiction d'importation des autres pays, la France n'étant pas indemne d'influenza aviaire. Sauf qu'au-delà de cet effet ponctuel, ces crises sanitaires à répétition, elles impactent aussi durablement. On avait commencé à le pressentir plus avant. Elles impactent durablement la compétitivité du maillon sélection à couvage français, à la fois sur les débouchés finaux. Vous avez ici le graphique en bleu à gauche, c'est l'évolution de la valeur des exportations, tout produit avicole confondu, viande, foie gras, génétique, etc., viande, etc., des exportations françaises vers les pays tiers. Et on voit qu'il y a vraiment une rupture à partir de 2015. La filière avicole sur le marché des pays tiers perd plus de, on va dire globalement, elle perd 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, et avec une érosion continue depuis de son chiffre d'affaires. Et si on regarde uniquement sur la composante génétique avicole vers les pays tiers, on repère cette forte baisse du chiffre d'affaires export vers les pays tiers, et péniblement qui commence à se reconstruire jusqu'à 2019, mais qui n'atteint pas les niveaux pré-IA de 2015, et qui souffre effectivement aussi, on va dire, des perturbations liées au marché du Covid en 2019. Et au-delà, on va dire, des effets très marqués des épisodes d'influenza aviaire aussi, il y a aussi des dynamiques, de montée en puissance de la concurrence étrangère sur les marchés de l'Union européenne, et puis des interrogations notamment sur le fait que sur des politiques dans des pays tiers, et je pense en particulier à la Russie, qui a annoncé récemment mettre des taxes à l'importation sur les œufs à couver, sur les œufs à couver, qui est un débouché majeur pour le secteur européen de la sélection multiplication à couvage, mais qui, si on regarde avec un peu plus de recul depuis 2015, qui est quelque part la continuation de la politique russe en ce domaine d'autonomie alimentaire, qui avait profité de la crise ukrainienne en 2015 et de l'embargo imposé par les pays occidentaux pour développer sa production avicole, de porc aussi, et de remonter comme ça toute la chaîne du valeur jusqu'à une véritable volonté d'autonomie sur ces sujets. Voilà, je vous remercie. Eric est en train de nous rejoindre. Très bien, bonjour, vous m'entendez? Bonjour Eric, on t'entend très bien, et on te laisse la parole Eric sur le retour d'expérience. Tout d'abord, bonjour à tout le monde. Donc je vais vous faire une intervention sur le retour d'expérience. Enfin, je ne vais pas vous présenter aujourd'hui des moyens techniques sur la biosécurité et qu'est-ce qu'un élevage qui est bien biosécurisé. Je pense que toutes les personnes qui assistent au webinaire sont forcément bien informées de tout cela. Mais je vais vous faire plutôt part de mes réflexions un peu sur les épisodes que l'on a connus vis-à-vis de l'influenza aviaire, et puis la démarche biosécurité qui était intégrée à ces crises. Une petite citation qui résume bien le contexte à mon avis. La biosécurité implique de se préparer à une catastrophe dont la probabilité est incalculable et dont l'arrivée est perçue comme imminente. Pour résumer, le calcul du risque est très difficile à réaliser, et pourtant, il faut se préparer du jour au lendemain à ce que ces risques de pathogènes arrivent sur la filière. Je suppose, pour passer les diapos, voilà, non, c'est pas ça. Tu peux m'aider peut-être pour les diapos parce que j'ai un petit souci là. Je te les avance, mais sinon, en bas, tu as tes petites flèches, mais je vais te les faire défiler sans problème. Je ne les ai pas. Bon. Alors,
On va se repencher un petit peu sur déjà ce que nous disait l'ANSES en 2017 lors de la deuxième crise influenza. Et cette phrase qui est assez longue est très intéressante. Je vais vous la lire en entier. En raison de ce mode de fonctionnement, la filière palmipède dans la région sud-ouest peut être assimilée à un grand élevage unique, dont chaque unité constitue une entrée possible dans l'élevage de virus provenant de la faune sauvage. Une fois que le virus est entré dans une unité, il est extrêmement difficile d'entraver sa diffusion à l'ensemble de la filière de la région, comme le démontre le caractère explosif de l'épizootie en cours. Même si l'événement infection de palmipèdes domestiques par un virus de la faune sauvage a une probabilité très faible pour un élevage donné, le très grand nombre d'élevages communiquant par les pratiques rend cet événement très probable pour la filière. Donc l'ANSES nous disait en 2017, lors de la deuxième crise, qu'il ne fallait pas trop s'étonner que cet événement soit probable et qu'il était difficile dans cette région d'arrêter un virus influenza. Paradoxalement, la nouvelle crise, finalement, vous voyez, se répète et on avait déjà ces connaissances. Alors, avions-nous suffisamment de connaissances ou de certains facteurs de l'équation qui nous permettraient de mieux nous préparer à la biosécurité avant ces deux crises? Tu peux avancer parce que j'ai un problème de configuration d'écran, s'il te plaît. Merci. Ce qu'on savait. On a eu un développement de production avicole sur des régions historiques, des grandes régions de production, la Bretagne, le Sud-Ouest, la vallée du Rhône, le nord de la France, qui sont passés d'une activité de subsistance à une activité industrielle, très fort d'un développement. Et ce développement a été, on va dire, non organisé dans l'espace. Et donc, on a eu forcément une multiplicité d'élevages qui se sont implantés les uns à côté des autres, avec des multifilières, des multi-espèces, à la fois avicoles, mais aussi porcs, volailles. Et donc, ça, on le sait, ça a entraîné une concentration, des densités et puis une grande promiscuité de nos productions. Donc ça, on le sait depuis des années 70-80, lors de l'essor de la filière avicole. On le savait également que l'élevage de palmipèdes présentait des facteurs favorisant à l'introduction de pathogènes. C'était malgré ce qu'on... Enfin, on sait que la filière palmipède est rustique, qui s'adapte bien en conditions d'élevage, ce qui a favorisé un élevage de type plein air, dans des conditions, on va le dire, d'élevage qui étaient quand même sommaires. Une filière qui est soumise à des multiples transports, en raison des différentes phases d'élevage, qui ne sont pas réalisées toujours dans les mêmes élevages. Donc, ça entraîne une forte dissémination des troupeaux et nécessairement des pathogènes qui peuvent être installés dans les troupeaux. La densification des zones de production et puis de palmipèdes dans une grande région de production, avec paradoxalement un développement de la filière Gallus sur cette même région. L'exemple de la Chalosse est bien connu. Et puis, ce qu'on savait déjà depuis 2002, que l'AFSA, qui est l'ANSES actuellement, nous disait que les canards peuvent être infectés par des souches pathogènes qui ne présentent que des signes cliniques très discrets. Et nous disait ce qui peut être bonne nouvelle pour eux ne l'est pas forcément pour une maîtrise de l'épizootie. Donc, on savait déjà plusieurs choses sur la filière palmipède et qui finalement favorisait cet élevage dans des conditions relativement aisé, on va dire. Y avait-il d'autres informations qui étaient en notre possession par les scientifiques, est-ce que les politiques étaient informés, est-ce que tous les organismes professionnels et administrations? Alors j'ai recherché un peu dans l'historique et depuis 2002-2005, on avait déjà de nombreux rapports. On le voyait un de l'Assemblée nationale avec une mission parlementaire sur le sujet. Dans ce rapport, eh bien, il est dit que l'élevage plein air ou en liberté, notamment les palmipèdes, sont naturellement sélectionnés pour être en contact avec la nature et que c'est difficile de les confiner. Et non seulement c'est difficile de les confiner, mais que la filière ne dispose pas sur l'intégralité de la production des bâtiments pour pouvoir confiner ces volailles. Donc on savait déjà qu'on avait des difficultés à procéder à la mise à l'abri de nos volailles depuis déjà quelques années, quand même, presque 20 ans.
On savait d'un rapport de l'AFSA également que le risque d'exposition des volailles domestiques à un virus IHAP introduit par des oiseaux migrateurs est évalué pour l'élevage de plein air en canard comme élevé. Donc, on avait une probabilité de risque quand même qui était déjà élevée. On retrouve ces mêmes avis sur d'autres rapports qui peuvent être consultés et je peux éventuellement vous donner les adresses si ça vous intéresse. Donc, ça, c'était les connaissances que l'on avait. À la suite de la première crise de 2016, et en urgence, il a été décidé de mettre en place des mesures de biosécurité sur l'ensemble des filières qui n'en avaient pas, notamment les palmipèdes. Bon. Alors, il faut comprendre que cet arrêté a été mis en œuvre dans l'urgence. Il a été écrit dans à peine un mois. Il y a eu un choix qui a été fait d'avoir un champ d'application très large pour cet arrêté, puisque ça va des élevages non commerciaux à l'élevage commercial, mais il n'y a pas de seuil d'application, donc tous les élevages, on va dire, de volailles sont plus ou moins concernés. Il a été écrit selon une logique de disposition générique, hein, il n'y a pas de mesures particulières d'adaptation selon les filières ou les modes d'élevage dans cet arrêté. Cet arrêté a introduit un concept d'analyse de risque par exploitation, mais paradoxalement des obligations de moyens dans le même temps. Donc les obligations de moyens vont quand même emporter dans l'application de cet arrêté. Il y a une formation initiale des éleveurs qui a été obligatoire, mais on peut considérer qu'elle a été réalisée quand même au pas de charge et très rapidement, ce qui peut être un atout, mais quand on reprend un peu de recul avec le temps, on voit que cette formation a été quand même assez descendante et très axée sur le réglementaire. On a un arrêté qui vise uniquement l'influenza. Et dans le temps, on s'aperçoit que certaines régions qui n'ont jamais, heureusement, été concernées par l'influenza ne se sentent peut-être un peu moins concernées par cet arrêté, vu qu'ils n'ont été que peu ou pas du tout impactés par cette crise, et ont du mal peut-être à comprendre l'intérêt de l'application de cet arrêté. Et puis, ça on le constate, hein, il y a une dynamique de l'application des mesures réglementaires qui est différente selon certains bassins de production. Forcément, le Sud-Ouest a eu une dynamique beaucoup plus rapide et beaucoup plus impliquée dans la mise en œuvre des mesures de biosécurité. Néanmoins, depuis 2016, on doit quand même constater qu'il y a eu un effort considérable de réaliser. Donc, la formation généralisée, je vous dis, a été mise en place hein, sur 15 à 16 000 éleveurs, hein, ce qui a été un défi. Donc, la formation qui a consisté quand même à diffuser des connaissances sur la biosécurité. Énormément de moyens structurels mis en place, hein, le SAS, etc., j'en passe. Des procédures avec un effort aussi sur les procédures de nettoyage de désinfection, notamment en palmipèdes. Des audits qui ont été réalisés, un système d'audit qui est progressivement mis en place, hein, qui fait progresser la biosécurité également. Une communication intense sur la biosécurité, hein, je cite les fiches établies quand même, c'était un énorme travail de divulgation d'informations. En parallèle, des règles très contraignantes de transport sur les volailles, notamment sur les palmipèdes, avec des sectorisations de type de transport hein, qui ont entraîné quand même des investissements conséquents pour la filière palmipède. Une augmentation des études scientifiques de l'ANSES, de l'ITAVI, de l'ENSV, hein, qui nous font progresser dans la connaissance. Le dépistage virologique des PAG, et puis un effort considérable d'inspection, puisqu'il y a eu près de 7 000 inspections qui ont été réalisées depuis 2016. Donc, on note que pour mettre en place cette biosécurité, il y a eu d'énormes mesures qui ont été prises en place, autant au secteur privé qu'au secteur public. Alors, est-ce que cet effort a été suffisant? Premier point, on s'aperçoit qu'il y a une demande sociétale et progressivement, cette demande du consommateur d'avoir un produit sain, plutôt vers les années 80-90, est passée à une exigence plutôt d'animal sain, dans un objectif de bien-être animal. Et donc, dans cet objectif de bien-être animal, il y a eu une demande sociétale pour que les animaux soient en plein air et continuent d'être en plein air. Et donc, la question, c'est finalement, les animaux, c'est dehors ou dehors,
ou dedans, ou dedans et dedans. Et on voit que toute la réflexion autour de ce sujet n'est pas totalement aboutie parce qu'il y a énormément d'impact économique et technique sur cette demande sociétale. Il y a les poules plein air, enfin, tout le transfert de production des poules en cage sur l'élevage plein air. Ça fait un nombre d'animaux considérable qui est mis en plein air. Et puis, il y a une difficulté aussi à être réceptif du consommateur par le message de sécurité, hein, qui est bien moins, on va dire, entre guillemets, vendeur que le bien-être. Et pourtant, on n'a pas de bien-être sans des animaux en bonne santé. Donc, premier point, la demande sociétale n'est pas très en faveur de la biosécurité, peut-être. Pourtant, quand on parle de bien-être, on doit penser d'abord à la santé de nos animaux. Vous connaissez tous le concept One Health, et ce qu'on sait dans nos connaissances, 60% des maladies infectieuses humaines proviennent du monde animal, dont les zoonoses. Et dans les zoonoses, hein, vous avez nombre de maladies de volailles. Nous avons les salmonelles, mais on a aussi l'influenza. Donc, je n'ose penser aux conséquences de la dernière crise influenza si le virus qui avait été présent aurait été potentiellement transmissible à l'homme. L'impact de la crise aurait été tel que on était dans une toute autre ampleur. Et donc, je vous laisse réfléchir à ce point. Et ce qu'on sait aussi, c'est que la majorité des maladies animales proviennent de la faune sauvage. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie non plus. Autre point, la biosécurité, ça passe par l'observance des mesures. Et la question qu'il faut se poser, outre les moyens structurels qui sont mis en place, ne serait-ce pas le talon d'Achille de la biosécurité? Alors, j'ai un petit schéma qui n'est pas très peut-être lisible et qui a été réalisé par l'IFIP. Donc, vous voyez, l'IFIP, c'est le pendant de l'ITAVI pour la production porcine. Et tout le monde a ses propres études sur l'observance. Mais ce schéma est assez révélateur parce que je pense qu'il va falloir se poser sur vraiment le respect des mesures de biosécurité. On est à un point d'étape où c'est un sujet crucial. On sait que multiples facteurs font avancer l'observance de la biosécurité, notamment, et là vous le voyez, tout ce qui est lien de l'éleveur avec son vétérinaire, son groupement, son technicien, ce que j'appelle le trépied éleveur technicien vétérinaire, qui est d'une extrême importance pour la pédagogie de la biosécurité, pour la communication, pour l'empathie que peut avoir l'équipe encadrement vis-à-vis de l'éleveur. Deuxième point, il y a tout ce qui est le lien de l'éleveur avec d'autres éleveurs pour partager l'expérience, partager des acquis, des idées. Et on sait trop que les éleveurs savent souvent très bien ce qui se passe chez eux, mais très peu chez les producteurs de volailles d'à côté. Et ça, on a tout intérêt à progresser dans ces échanges de pratiques entre éleveurs. Il y a tout ce qui est relatif à les croyances de l'éleveur, la relation avec ses animaux, le sens de la rigueur, etc. Et ça, on le voit notamment sur le terrain, ce que j'appelle la fake news sanitaire, hein, des éleveurs qui sont persuadés que des volailles en plein air sont nettement plus résistantes, mais il ne faut pas confondre la résistante contre un virus influenza ou une salmonelle. C'est toute notre affaire quand on parle de danger sanitaire de première catégorie. Donc, il y a encore des connaissances à faire passer par la communication. Et puis, vous avez tout ce qui est l'information de l'éleveur par rapport à la maladie des animaux, enfin, des connaissances. Donc, je pense qu'on a, pour progresser, multiples facteurs sur lesquels il va falloir se pencher pour encore mieux progresser si on veut que les moyens structurels qui ont été mis en place sur la biosécurité soient respectés et que cette biosécurité ne soit plus considérée comme avec une vision purement réglementaire, mais vraiment comme une façon nouvelle d'élever des animaux et soit considérée comme une technique d'élevage propre à l'espèce qu'on en élève. Alors j'ai déjà dit, hein, moi je considère que la biosécurité, ce n'est pas un concept réglementaire. La réglementation ne fait que
scellé dans le marbre des bonnes pratiques que tout le monde commence à connaître maintenant. Et c'est pas la réglementation qu'on cherche à respecter quand on fait de la biosécurité, hein, c'est de la prévention des maladies animales qui préviennent à la fois l'activité économique, préviennent le bien-être des animaux et in fine le confort de l'éleveur. Et le confort de l'éleveur, eh bien, il doit être recherché dans la biosécurité, parce qu'on voit sur le terrain que si on est dans une démarche gagnant-gagnant, les mesures, les pratiques sont bien plus acceptées et respectées. Et si on arrive à faire progresser l'organisation de l'éleveur pour que demain, il puisse y trouver plus de confort, on est sûr d'avoir gagné la biosécurité. Et puis la biosécurité, maintenant, c'est l'affaire de tous. C'est plus seulement l'affaire de l'éleveur. D'ailleurs, le règlement loi santé animale qui est en application depuis très peu a intégré ce concept, hein, puisqu'il introduit une définition de professionnels liés aux animaux qui ont maintenant des responsabilités au titre de la biosécurité. Donc, c'est à la fois l'éleveur, c'est à la fois tous les intervenants en élevage qui devront prendre des mesures de biosécurité pour faire avancer eh bien, ces bonnes pratiques. Alors, quelle piste encore pour progresser? Peut-être aller plus loin dans l'analyse de risque. Comme je l'ai dit, l'arrêté a posé les bases de l'analyse de risque, mais on ne l'a peut-être pas assez mis en place. Ça permet quand même de mieux caractériser des facteurs d'exposition à l'élevage, d'adapter les moyens de maîtrise par rapport aux facteurs d'exposition et notamment d'adapter par rapport aux modes et types d'élevage qui sont très très différents et variés dans la filière volaille. Ça permet de mieux hiérarchiser les mesures de biosécurité à mettre en œuvre et pas d'appliquer un catalogue stricto sensu. Donc, ça permet une meilleure pédagogie de la biosécurité. Et donc, si on a une meilleure pédagogie, on a de meilleures chances d'appropriation de ces mesures et de l'observance de l'application. Et enfin, peut-être d'autres pistes. Ne doit-on pas aller vers une approche spatiale de la maîtrise des risques et de la biosécurité, sans aller dans des concepts peut-être de compartimentation et de régionalisation, mais je vais dire d'adaptation de la desserte des élevages, de regroupement de certaines productions, de sectorisation, on va dire, pour maîtriser l'ensemble des risques à certains bassins de production. Sinon, on se complique énormément la tâche et on voit ce qui se passe d'ailleurs dans le sud-ouest actuellement. Voilà, je vous remercie de votre attention et je finis par une petite citation, comme j'ai débuté, qu'il ne faut surtout pas oublier. De petites étincelles naissent souvent grand feu. Merci à vous. Bonjour à tous. Rebonjour, Bonjour. on t'entend bien et je te laisse la parole. Merci. Donc bonjour à tous. Je vais effectivement vous présenter le projet européen NetPool Safe. Alors je ne pouvais pas rêver meilleure introduction que la présentation d'Éric parce que vous allez voir que on va parler d'observance et il a déjà introduit merveilleusement le sujet. Donc NetPool Safe, c'est un réseau thématique européen sur l'observance de la biosécurité dans la filière volaille et c'est un projet qui est piloté par l'ITAVI. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler du contexte du projet et de ce qu'est l'observance et en particulier l'amélioration de l'observance de la biosécurité. Et puis, dans un deuxième temps, on rentrera plus dans le vif du sujet avec l'explication de ce qu'est NetPool Safe. Donc, NetPool Safe est né d'un constat. La biosécurité est un enjeu majeur pour l'aviculture en Europe, mais les professionnels, et en particulier les professionnels français, ne savent pas tellement ce qui est pratiqué dans les autres pays. Et comme l'a dit Eric, les pratiques de biosécurité, elles sont souvent bien connues, les bonnes pratiques, mais pas toujours bien appliquées sur le terrain. Et on ne sait pas vraiment ce qui est fait ou pas fait dans les différents pays autour de nous. Et donc, on
a eu une réflexion il y a déjà quelque temps avec les professionnels et il est venu sur la table le fait qu'il fallait vraiment qu'on avance sur ce sujet-là, sur la mise en commun de connaissances autour de la biosécurité et de son observance en Europe. Donc, l'objectif du projet NetPoolSafe, ça va être de créer une synergie des acteurs européens de la volaille autour de l'observance de la biosécurité. Alors, l'observance, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? L'observance, ça correspond, si on se réfère à la médecine humaine, au degré de concordance entre le comportement d'un acteur et les recommandations qui sont proposées par ses conseillers techniques. Alors, appliqué au domaine de la biosécurité, le concept d'observance peut se traduire par le nombre de mesures de biosécurité qui sont mises en œuvre ou non. Et les processus de décision sous-jacents à l'adoption d'une pratique de biosécurité sont complexes et sont très variables entre les éleveurs. Alors, ce qui fait que, au final, les bonnes pratiques de biosécurité ne sont pas toujours bien appliquées sur le terrain. Alors, ça peut être un déficit de formation, ça peut être le fait que les méthodes sont perçues comme contraignantes ou coûteuses, ou le bénéfice n'est pas toujours bien perçu par l'éleveur, ou encore l'éleveur n'est pas suffisamment accompagné dans la mise en œuvre. En tout cas, le constat est qu'on a une inégalité de la mise en œuvre des pratiques sur le terrain. Alors, pour faire changer les pratiques, on peut actionner différents leviers et on peut accompagner les acteurs, hein, du couvoir à l'abattoir. Et les facteurs de changement de pratique ont été étudiés, notamment par Kling et Weyer, et peuvent être regroupés en 4 catégories qui vont influencer le comportement de l'éleveur et qui vont favoriser ou freiner le changement. Donc, ces facteurs interagissent et interviennent à différents niveaux selon les individus. Alors, Eric en avait un certain nombre sur son schéma. Kling et Weyer en décrit 4. Donc, d'abord, les connaissances, hein, tout ce qui contribue à la compréhension et à l'interprétation des risques sanitaires, hein, et qui peut expliquer pour partie les comportements. On se protège contre une maladie que l'on connaît en appliquant les mesures de biosécurité. Ensuite, on a les représentations sociales, qui sont des manières de penser, de s'approprier ou d'interpréter la réalité, qui sont partagées par un ensemble de personnes. Alors, dans le domaine de la biosécurité, ça peut par exemple s'illustrer dans le choix que fait un éleveur d'appliquer ou pas une mesure de biosécurité. Et puis, on a les aspects matériels qui sont liés à la structure du site et à l'organisation du travail, les investissements en temps et en argent. Et enfin, on a les réseaux professionnels et extra-professionnels. Eric en parlait, hein, les échanges entre pairs notamment, qui peuvent contribuer à l'apport de connaissances et de représentation sociale. Donc, tous ces facteurs, en fait, vont rentrer en jeu dans les leviers qu'on va pouvoir mobiliser pour améliorer l'observance de la biosécurité. Alors, des travaux récents ont permis de mieux connaître les facteurs qui permettent d'influencer les pratiques de biosécurité. Alors, je vais vous citer plus particulièrement les travaux de Mathias Delpont de l'École Veto de Toulouse et les travaux du projet Partage d'Itavi et l'ANSES. Donc, Delpont, lui, a identifié 4 facteurs chez les éleveurs de canards gras notamment: les connaissances sur la biosécurité, les attitudes, la personnalité et l'origine sociale de l'éleveur, sachant que l'éleveur qui va avoir le niveau de connaissance le plus bas va faire le minimum en matière de biosécurité. Le projet Partage, quant à lui, a révélé les facteurs favorisant les bonnes pratiques de biosécurité et les freins. C'est ceux que vous avez sur la diapo que vous voyez. Les facteurs favorisants, il y a d'abord l'efficacité de la biosécurité. Évidemment que si on met en place des mesures et qui permettent de protéger réellement contre les maladies, ça c'est imparable. Ensuite, l'amélioration des performances technico-économiques liées au respect des mesures sanitaires, le contrôle de l'image de l'exploitation, l'envie de se conformer aux exigences des organisations de production et les aides financières. Et du côté des freins, on va trouver la gêne dans le travail, tout ce qui est gestes répétés, passage par le sas, tout ce qui va être contraignant pour l'éleveur, l'augmentation des charges administratives, notamment liées aux documents, liés à la traçabilité, tous ces documents supplémentaires qu'il faut gérer, les coûts élevés d'investissement en produits, en équipement, et puis les freins techniques liés notamment à la configuration du site qu'on peut ou pas changer facilement. Donc, ces facteurs vont permettre de mettre en évidence des moyens pour améliorer l'observance. Alors,
je vous ai mis quelques exemples de moyens et c'est ce à quoi on va s'intéresser dans le cadre du projet NetPoolSafe. Qu'est-ce qu'il va faire sur le terrain qu'on va pouvoir aider l'éleveur à améliorer son observance? On sait quels sont les facteurs, quels sont les leviers qu'il faut activer, mais concrètement, quels vont être les moyens qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour améliorer l'observance? Alors, il y a des moyens en rouge qui sont plutôt coercitifs. Ce sont les réglementations, les sanctions, les cahiers des charges des OP. Bon, les incitations financières, c'est pas coercitif, mais je dirais que c'est une enveloppe, une aide qui va être apportée par le gouvernement ou par des OP. Ensuite, on va avoir des moyens plus pour accompagner l'éleveur. Donc, par exemple, la formation, le coaching, des cours en ligne, formation des ramasseurs, par exemple, ou alors toute la partie d'échange que l'éleveur va pouvoir avoir, soit avec son conseiller ou ses conseillers, soit avec ses pairs. Donc, on va pouvoir recenser sur le terrain une multitude de moyens en fonction des pays, en fonction des contextes de production, en fonction des espèces, en fonction des systèmes de production avicole. Et c'est ce à quoi va s'intéresser le projet NetPoolSafe sur le terrain. On va essayer de mieux connaître tout ça de manière à pouvoir rassembler l'information et la diffuser auprès des acteurs. Alors, si on en vient au projet NetPoolSafe lui-même, donc c'est un réseau thématique européen. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un réseau thématique? C'est un type de projet donc financé par l'Union européenne qui vise à collecter, à tester ou valider et ensuite à diffuser des connaissances scientifiques ou des pratiques à l'ensemble d'un réseau multi-acteurs. Donc, ce réseau multi-acteurs, en fait, ce sont tous les acteurs de la filière avicole. Ça va du couvoir à l'abattoir, en passant par les éleveurs, les transporteurs, les ramasseurs. Donc, on va collecter les informations qui vont concerner à la fois les pratiques de biosécurité et la manière dont elles sont mises en œuvre ou pas chez ces différents acteurs, et aussi toutes les méthodes qui sont utilisées par ces différents acteurs pour améliorer l'observance des pratiques de biosécurité. Donc, on va avoir toute une phase de collecte. Bien sûr, on va avoir un état des lieux aussi de la législation dans les différents pays concernés, des publications scientifiques et des méthodes qui ont pu être décrites dans la littérature, et puis de tout ce qui est réalisé sur le terrain. Une fois toutes ces informations collectées, elles vont être analysées et on va sélectionner les méthodes les plus prometteuses ou les moyens les plus prometteurs qui vont être intéressants à tester soit dans différents pays et dans différentes cultures, soit dans différents systèmes de production, soit dans différentes espèces, de manière à ce que les différents pays partenaires puissent s'approprier ces méthodes qui viennent d'ailleurs. Et une fois que les tests ou les validations seront faits, donc il y aura encore à nouveau une analyse et les moyens et les méthodes les plus intéressantes seront diffusés dans l'ensemble des pays. Alors bien évidemment en priorité aux éleveurs et à leurs conseillers, mais aussi à l'ensemble des professionnels des filières avicoles concernées. En priorité, sur le site web, netpoolsafe.eu qui sera le site web du projet et qui, renfermera donc tous les documents, ça sera un réservoir de connaissances relatifs au projet. Mais, les résultats du projet vont être diffusés sous forme de documents facilement accessibles aux éleveurs, des articles, des podcasts, des présentations PowerPoint, des vidéos, des témoignages, des guides de bonnes pratiques, des résumés, pratiques, des modules de e-learning, et il y aura aussi bien évidemment des événements, des colloques, des journées techniques pour présenter ces résultats, et donc le contenu sera relayé sur le web et sur les réseaux sociaux. Le projet NetPoolSafe donc est piloté par l'Italie. Il concerne donc 14 partenaires de 7 pays européens qui sont les principaux producteurs de volailles. Alors, les différentes productions sont ciblées, hein. On a à la fois le poulet de chair, la poule pondeuse, la dinde, le canard, et que ce soit en claustration, en plein air, sous signe de qualité, tous les différents types de production vont être représentés. Et donc, vous avez ici l'ensemble des partenaires. Le projet va rassembler au niveau de la France
l'ITAVI donc, a pour partenaire l'ANSES, la SNGTV, l'école vétérinaire de Toulouse sous la bannière INRAE et un cabinet de consultants EuroQuality qui nous a aidés à monter le projet et qui continue à être à nos côtés pour tout le long du projet. Et bien évidemment, on va s'appuyer sur nos réseaux nationaux. Donc, chaque pays, en fait, va soit construire, soit activer ces réseaux nationaux d'acteurs du monde de la volaille. Donc, pour la France, on a bien évidemment dans notre réseau les interprofessions nationales et régionales, les fédérations d'éleveurs, les sélectionneurs, les écoles véto, les syndicats d'éleveurs, GDS, DDPP, vétérinaires, prémixeurs, techniciens, chambres d'agriculture, fabricants d'aliments et bien évidemment les organisations de production. Donc, tous ces réseaux vont nous servir à la fois à collecter les informations et ensuite à les diffuser à la fin du projet. Et on va, dès la fin de l'année, commencer à constituer un réseau de fermes pilotes. Alors, dans les fermes, il n'y a pas que des bâtiments d'élevage, il y a aussi des couvoirs, hein, donc dans ces fermes pilotes. Et on va avoir différents systèmes de production qui vont être concernés également. Alors, ce projet NetPool Safe a démarré le 1er octobre 2020. C'est un projet qui se déroule sur 3 ans et donc qui va se découper en plusieurs phases. Pour le moment, nous sommes dans la première phase de constitution du réseau d'acteurs. En fait, on le formalise parce que notre réseau d'acteurs, il existe déjà. Et on a également une première phase de collecte des informations. Donc, pour la France, on a quasiment terminé, mais les autres pays sont encore en phase de collecte. Donc, c'est la collection des pratiques et des mesures d'accompagnement pour améliorer l'observance de la biosécurité. Donc ça, c'est jusqu'à peu près à la fin de l'année. Ensuite, on va avoir une deuxième phase d'analyse et on va ensuite donc évaluer les mesures d'accompagnement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, sur donc les fermes pilotes. Et cette phase va débuter donc à la deuxième année, donc elle va débuter en début d'année prochaine. Et on a ensuite la diffusion qui va s'étaler sur la fin de l'année 2 et le début de l'année 3, donc en fait sur fin 2022, début 2023. Le projet se terminant en septembre 2023. Alors, on a notre plateforme d'échange de connaissances qui va être notre site web, qui a déjà commencé à être constitué. Pour l'instant, on a fait un site web très simple qui décrit juste le projet et les partenaires. Mais à terme, ce site web va héberger l'ensemble des documents relatifs au projet que les éleveurs et leurs conseillers pourront bien évidemment consulter si besoin. Que va apporter le projet NetPool Safe à la filière avicole? Bien évidemment, le but de ce projet, c'est de pouvoir bénéficier des retours d'expérience des différents pays, de pouvoir avoir des informations sur ce qui est fait dans les autres pays européens et comment c'est fait. Avoir aussi l'opportunité de tester en France certaines des méthodes qui sont utilisées par nos voisins dans nos conditions de production à nous, dans notre système, avec nos espèces, avec nos spécificités et dans des conditions privilégiées puisqu'en fait, on va avoir un accompagnement, un audit quantitatif et une analyse technico-économique qui sera faite. Bénéficier de supports de formation efficaces en français qui seront adaptés à l'éleveur et à son conseiller, aussi bien des documents PowerPoint que des vidéos, que des e-learning, que des webinaires. Valoriser bien sûr la filière avicole française avec tout son savoir-faire, son expertise, son haut niveau de biosécurité, sa qualité et la diversité de ses productions. Et puis, c'est aussi l'occasion de renforcer les liens entre les acteurs de la filière au sein du réseau, puisqu'on va se créer un réseau international. Donc, c'est l'occasion d'initier et ensuite de pérenniser des échanges entre les différents partenaires. Donc, je vous ai mis ici les liens qui concernent le projet NetPool Safe. Vous avez le lien vers le site web, mais aussi vers la page LinkedIn, le compte Twitter et la page Facebook, puisqu'il va y avoir des communications qui vont être faites sur les avancées du projet. On va aussi mettre en place une newsletter à partir de la rentrée qui permettra aussi de s'informer. Alors, elle sera en anglais, mais elle permettra de s'informer sur les avancées du projet. Et je reste à votre disposition si vous avez des questions. Je vous remercie de votre attention. Écoute, Jocelyn, je te laisse présenter cet outil. C'est quelque chose qui tombe à pic. Là, ça va nous aider
à savoir à être meilleur, on en a besoin. À toi. Bon, merci Louis. Merci à tous. Rebonjour à toutes et tous. Merci de m'accueillir à nouveau pour cette présentation et puis de me supporter à nouveau également. Je suis très heureux de pouvoir vous présenter aujourd'hui le grand principe et puis quelques illustrations d'un outil qui a déjà fait ses preuves sur le terrain et que nous avons pu travailler ensemble avec ma collègue Émilie Mérigou, que vous voyez en photo également, et qui est également, Émilie, très impliquée auprès des sociétés d'accouvage en France. Donc, merci Émilie d'avoir construit cet outil avec moi. L'idée, c'est de pouvoir répondre aux questions des accouveurs qui concernent ce sujet clé de la biosécurité. Il en est beaucoup question cet après-midi. Il en est question beaucoup tout au long de nos pratiques. Et la solution qui est proposée au cœur de notre offre de service, ça consiste à exploiter les éléments d'audit, d'évaluation, de collecte de données qui concernent la biosécurité et qui existent déjà, ou peut-être d'autres qui nécessitent des compléments, et de pouvoir faire ça, présenter le tout sous la forme d'un outil simple, visuel, concret, pour aider, contribuer à la prise de décision biosécurité, des décisions qui sont souvent très importantes, et puis avec éventuellement des investissements importants également. Donc cet outil est constitué d'indicateurs synthétiques avec une approche visuelle globale. On va essayer de vous montrer ça, la plus claire et la plus objective possible. C'est issu d'audits que vous connaissez parfaitement. C'est l'exploitation concrète et, si possible, complète d'audits de biosécurité tels qu'ils sont tout simplement réalisés habituellement par les vétérinaires conseils qui vous accompagnent, mais aussi par les services officiels quand ils viennent faire leurs inspections, leurs audits biosécurité. Et ces audits, dans leur forme, dans leur contenu, ils sont mis en place depuis l'épisode influenza aviaire 2015-2016, avec l'arrêté biosécurité de février 2016, et ces différentes déclinaisons qu'on a eues ensuite à travers les évolutions de cet arrêté et puis les notes de service. 13 chapitres, beaucoup de questions, avec à chaque fois des conformités, des non-conformités mineures, moyennes, majeures, parfois des conclusions, rarement des illustrations. Donc vous en avez certainement vu beaucoup, lu, je ne sais pas. Vous les avez parfois subis plus qu'autre chose. Des fois, on m'a dit que c'est ce genre d'audit que vous avez détesté. Et l'idée, c'est de réaliser à partir de ça une synthèse avec un objectif de progrès et d'organisation d'un plan d'action. Donc, suite à ces audits, on va définir un certain nombre d'indicateurs par élevage, au nombre une dizaine d'indicateurs, 12 éventuellement si en fonction des objectifs ou des points particuliers liés à telle ou telle grande production de multiplication ou de sélection, des items qui sont bien ciblés, pour lesquels chaque élevage va être évalué et noté à chaque fois tout simplement de 1 à 3, 1 non satisfaisant, 3 très bien, et puis 2 des progrès à faire, mais des choses qui sont acceptables quand même. Donc on obtient une présentation classique en radar pour chaque site, qui donne tout de suite une photographie, une visualisation très immédiate, on va dire, des forces, des faiblesses de chaque élevage. On peut aussi avoir une note globale quand on vient agglomérer, consolider l'ensemble de ces 10 items et des notes qui sont reliés. Et puis, ça donne en un coup d'œil un petit peu le positionnement du parc et le positionnement de l'élevage dans le parc qui constitue
les fournisseurs d'œufs à couver, on peut le faire aussi sur les futurs repros, et de voir comme ça, peut-être d'un coup d'œil, les prises de risque qui peuvent exister sur tel ou tel site, le chemin qui reste à parcourir sur ces sites-là, et puis de commencer à envisager, on va le voir, les moyens et l'énergie qu'il va falloir déployer pour faire progresser les sites qui seraient peut-être les moins bien notés ou avec des points plus difficiles ou plus nombreux où on aurait des notes non satisfaisantes. Donc des indicateurs qui existent par élevage, mais si on exploite de manière exhaustive les données et qu'on les consolide au niveau de l'ensemble des sites qui fournissent un couvoir, par exemple, ou bien on peut regrouper au niveau d'une zone géographique de production pour une société d'accouvage, ou même tout mettre ensemble, ça permet de tourner l'information différemment et de visualiser la situation non pas pour un site, pour un élevage sur chacun des items, mais pour un item sur l'ensemble des élevages. Donc, encore une fois, au niveau d'un secteur, au niveau de la fourniture d'un couvoir, au niveau d'un suivi technique par un ou plusieurs techniciens. Et comme ça, vous allez pouvoir voir que certaines thématiques dans votre entreprise vont clairement apparaître comme maîtrisées en général. Vous avez à gauche l'exemple de l'équarrissage avec une gestion du risque qui est optimale sur un maximum de sites dans ce cas de figure réel. Quelques cas rares qui sont plus problématiques et qui vont peut-être soit pouvoir se solutionner rapidement, soit faire partie d'une décision, on va dire, drastique et tranchante sur l'évolution de ces sites-là. Et puis d'autres points, comme à droite avec l'eau de boisson ici, qui vont être clairement beaucoup plus critiques dans leur ensemble, avec un niveau de maîtrise qui est moyen, voire faible, sur beaucoup d'élevages, pas d'élevages qui se détachent clairement en termes de qualité, mais une situation qui est non satisfaisante sur une majorité des élevages. Et alors, à ce moment-là, cet élément va apparaître dans l'interprétation comme un point d'investissement prioritaire au niveau de l'entreprise, au niveau global de l'entreprise, et plus au niveau de chaque élevage cette fois-ci. On en a beaucoup parlé sur le début d'après-midi, et puis c'est ressorti sur les questions suite aux interventions d'Éric et d'Anne-Christine. La biosécurité, c'est évidemment un sujet majeur, hein, à plein de points de vue, pour la santé de vos animaux, bien sûr, hein, avec la protection contre les agents pathogènes qui sont potentiellement zoonotiques. Donc on a un vrai enjeu de maîtrise de la qualité jusque chez vos clients, avec beaucoup de choses alors qui sont pas toujours mesurables, mesurées, mais en tout cas un niveau de demande, je dirais même de pression qui s'accentue sur vous sur le sujet de l'antibiorésistance et de l'utilisation des antibiotiques. Des conséquences et un lien également de la biosécurité avec les performances qui sont connues, avec des corrélations positives qui sont avérées, par exemple, sur le sujet de l'eau. Les enjeux de business et de développement en lien avec la biosécurité, que ce soit au niveau français, bien entendu, mais au niveau aussi intracommunautaire, voire d'export avec les pays tiers. Il en a été question aussi en tout début d'après-midi, et la biosécurité, ça a été montré, est un élément fondamental là-dessus. Et puis, même si c'est pas ça qui nous fait forcément nous lever et nous mobiliser tous les matins, quand même, les aspects de conformité réglementaire et je dirais para-réglementaires, hein, avec nos chartes diverses et variées, sont des éléments de conviction, on le sait, pour avancer sur la biosécurité, y compris sur des productions comme les vôtres, qui sont à la base réputées comme peut-être plus vertueuses en termes de biosécurité. Mais ça a déjà été évoqué également, ça ne nous met pas à l'abri d'éléments, y compris particulièrement dramatiques, comme avec de l'influenza aviaire, où les élevages de reproducteurs en Europe, mais aussi en France, ont pu être le lieu de développement
d'épisodes d'influenza aviaire hautement pathogène. Et ça pose la question, bien sûr, d'analyser mieux, d'analyser jusqu'au bout, disait Eric tout à l'heure, toutes les thématiques, et puis, une fois qu'on a analysé, de mettre en place un plan d'action et de prioriser ce qu'il y a à faire, et c'est vraiment là l'objet de cet outil. Comment ça se passe très concrètement? Le déploiement de cet outil ne peut évidemment pas se faire ailleurs que sur le terrain, au cœur des élevages, avec une collaboration étroite entre le VETO qui va piloter la réalisation de ces audits et puis les techniciens, responsables de production, responsables qualité de l'entreprise, l'éleveur, bien entendu, qui est au cœur du sujet et qui doit être là pour répondre, expliquer, soulever également des questions que lui peut avoir sur la partie biosécurité. Donc tout ça va se passer sur le terrain avec des outils informatiques qui sont bien rodés et qui n'ont rien de révolutionnaire, mais qui vont nous permettre de consolider tous les éléments et puis de sortir ces visuels dont je vous faisais part juste avant. Et la restitution va se faire en groupe avec les intervenants dont je parlais et en intégrant les organes de décision, la direction de l'entreprise d'accouvage, qui est celle qui va quand même devoir prendre les orientations, les choix stratégiques et les priorités en termes de biosécurité. Pour l'exploitation de ces audits, il y a 10 indicateurs qui sont retenus généralement. La possibilité, encore une fois, d'en associer un ou deux autres en fonction des informations, des particularités géographiques, des particularités de production qui peuvent avoir lieu et qui peuvent nécessiter ce complément sur ces 10 items. Mais généralement, nous, on l'utilise avec ces 10 groupes d'indicateurs. Ces 10 indicateurs qui sont grosso modo dans 4 grands groupes. Il y a ceux qui concernent majoritairement le dur, le structurel avec les bâtiments et les extérieurs, le SAS, mais aussi une partie de la procédure en lien avec les flux qui se passent au niveau d'un élevage de futurs repros ou de repros. Il y a un deuxième groupe qui tourne autour des intrants, l'eau de boisson, bien entendu, la litière, bien sûr, et puis les extrants qui sortent, les effluents, avec également dans cette partie-là un focus important sur la partie nettoyage et désinfection. On a 2 indicateurs qu'on pourrait mettre dans un même groupe de réservoirs et de vecteurs particulièrement dangereux en termes de biosécurité, les cadavres et les carissages d'un côté, les nuisibles en tout genre de l'autre. Et puis enfin, un groupe où on va retrouver des éléments plutôt de conformité documentaire et également des choses sur la gestion, le traitement, le réservé aux œufs à couver. Encore une fois, dans chaque item, l'élevage est noté à l'issue de l'exploitation de toutes les questions qu'il y a dans l'audit biosécurité. Il est noté pour avoir un grade, on va dire, global sur chaque item entre 1 et 3. Rapidement, quelques illustrations pour voir un petit peu certains de ces points, des choses qu'on a pu remarquer, et forcément un petit peu caricaturales, mais qui font partie de la vraie vie et qui sont issues des observations et pas des expérimentations, mais de la mise en place de cet outil chez différents accouveurs en France et à l'étranger, avec des photos. D'ailleurs, c'est un vrai plus pour pouvoir compléter le rendu graphique façon radar ou façon colonne que je vous montrais tout à l'heure, afin de susciter la discussion autour de tel ou tel point qui pourrait éventuellement affecter la pondération qu'on va donner à ce critère. Donc quelques photos avec des faiblesses structurelles et fonctionnelles qui sont observées ici avec les extérieurs, où on peut avoir des stockages sauvages ou mal organisés, qui sont évidemment des
des gîtes à rongeurs à nuisibles en tout genre, et donc des réservoirs et des vecteurs d'agents pathogènes. Des plateformes qui peuvent être relativement réduites et avec des écoulements qui engendrent là aussi la constitution de réservoirs plus inertes, mais à proximité directe du bâtiment. Et puis, un des grands classiques observés au niveau de l'analyse biosécurité de nos élevages de repros, la forte proximité d'autres ateliers de production animale qui, eux, ne sont pas monitorés sur les agents pathogènes qui nous concernent, et au premier chef sur les salmonelles, et qui peuvent, là aussi, constituer des réservoirs et des vecteurs de microbes juste à côté de nos élevages. En rentrant dans les bâtiments, les notes vont bien sûr prendre en compte les appréciations qu'on va pouvoir étager en fonction du risque associé, enfin du risque qu'on va associer à des fissures plus ou moins béantes, forcément très difficiles, voire impossibles à nettoyer et à désinfecter proprement, des infiltrations qu'on va retrouver au niveau de certaines parties des bâtiments, ou bien des zones qui sont très difficiles à nettoyer et à désinfecter, et on va là pouvoir lever un risque autour de l'impossibilité de faire baisser suffisamment le niveau de contamination entre deux lots. Le SAS est apprécié dans cet outil-là sans aucun dogmatisme. Je dirais qu'on n'a pas de blocage de ce côté-là. J'entends par là douche, pas douche, c'est pas l'objet, mais c'est une vraie analyse de risque qui se fait avec les possibilités vraiment d'appliquer des barrières sanitaires correctes, efficaces, entre l'extérieur contaminé et l'intérieur, zone propre de l'élevage. Donc, pas mal de choses et de choses à dire autour des SAS. Et puis, autour de cet élément essentiel qui est la gestion d'une part des cadavres, que ce soit dans leur stockage, comment ils sont sortis de la zone d'élevage des animaux, où est-ce qu'ils sont stockés, comment ils sont ensuite présentés à l'équarrissage, avec quel type de matériel, sur quel type de support, à quelle distance par rapport aux autres voies de circulation. Donc ça, c'est une chose. La gestion des nuisibles aussi, rongeurs notamment, avec des fois simplement, je dirais, avec beaucoup de guillemets, l'identification de problèmes documentaires dans le suivi de ce côté-là, et puis d'autres fois, la mise en évidence marquée de la présence de rongeurs qui constitue là un risque très très important. Et puis enfin, avec la photo du milieu, vous voyez la gestion des effluents d'élevage qui, parfois et encore malheureusement, partent dans la nature toute proche sans gestion particulière et vont constituer, au-delà des éléments environnementaux que nous, on ne va pas juger et qualifier, on n'est pas compétent pour ça, au moment de l'audit et de l'interprétation de l'audit surtout, mais qui vont là aussi constituer des réservoirs. En conclusion, fort des retours de plusieurs entreprises d'accouvage en France et à l'étranger qui nous ont fait confiance sur ce sujet-là et sur lesquels on a pu compter pour mettre en place cette approche simple et pragmatique. On pense que ça constitue réellement une aide à la décision pour les professionnels de l'accouvage. L'idée première, c'est de ne pas se rajouter une couche d'audit et de questions différentes, de nouvelles collectes de données. Alors parfois, on peut avoir besoin d'aller chercher quelques éléments supplémentaires, mais c'est surtout d'exploiter ce qui existe déjà pour en tirer les informations synthétiques, des conclusions faciles et permettre de qualifier chaque élevage. Cette qualification, elle repose, vous l'avez vu, sur une dizaine de grands items et ça caractérise la situation individuelle de chaque site. C'est un système très simple, très clair en fait, qui permet de prioriser les choses,
de mesurer les progrès aussi observés suite à certains investissements. Il y a un intérêt majeur dans la gestion du risque et gestion du risque des salmonelles, bien entendu, gestion du risque influenza aviaire, évidemment, et puis de l'ensemble de la gestion des autres agents pathogènes qui peuvent amener à l'utilisation d'antibiotiques, utilisation de plus en plus surveillée et sur lesquelles vous êtes de plus en plus questionné par vos clients. Enfin, notre ambition là-dedans, c'est qui reste bien proportionnée, hein, on reste à notre place de ce côté-là, mais c'est d'essayer d'accompagner les entreprises d'accouvage dans leur choix stratégique d'investissement, parce qu'on sait que tout ne peut pas être fait tout de suite. Et donc, en mettant dans la balance le risque, la facilité de progresser rapidement, la situation globale de chaque élevage et la situation de l'ensemble de l'entreprise sur les principaux items, on pense que cet outil peut aider à faire les bons choix et avancer sur ce gros dossier qu'est la biosécurité. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention. Bonjour Vincent. Bonjour Julie, bonjour tout le monde. Merci de ta présence, Vincent, et je te passe la parole sur Très ta bien. présentation. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'étais invité pour vous présenter plutôt un rappel des principes de gestion des effluents. Et donc, sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Et forcément, je vais me référer à l'article, au texte de loi qui fait référence en la matière, à savoir l'arrêté donc du 8 février 2016, qui fixe beaucoup de principes sur la gestion des effluents. Et qui fixe aussi le périmètre auquel il s'applique. Donc, je ne vais pas vous rebalayer en détail tout le contenu de l'arrêté, ce n'est pas le but du jour. Simplement de rappeler, voilà, il dispose de 17 articles et d'une annexe que j'ai regroupée en 3 grandes familles. Donc, une première qui est un peu la boîte à outils, où donc des articles qui définissent et qui mettent à la disposition donc des éleveurs des outils, donc des plans de biosécurité, des plans de circulation, un guide des bonnes pratiques, des formations aussi, donc qui sont là pour aider et structurer la mise en œuvre donc de la biosécurité dans les élevages. Et une seconde famille d'articles qui, elle, va être là un petit peu les rouages, un petit peu qui va rappeler tous les bons principes et comment s'orchestre au final la biosécurité. Donc en rappelant par exemple les principes de gestion des cadavres, d'aménagement du site, la gestion des flux aussi qui est très importante, et les mesures de protection renforcées. Ça, j'aurai l'occasion d'y revenir. Et une troisième famille d'articles que je ne vais pas trop développer, qui, elles, sont plus relatives aux installations hors élevage, mais qui sont aussi concernées par l'article. Les manquements et pénalités en cas de non-respect de l'arrêté et d'autres aspects plus réglementaires, notamment sur les dates mises en vigueur et en conformité. Donc aujourd'hui, au final, je vais surtout restreindre mon propos autour de 3 articles qui concernent de près la gestion des effluents. Un premier, le plan de circulation, l'article 3 qui va être relié à l'article 6, là aussi, qui est propre à la gestion des flux d'effluents. Et le dernier qui va beaucoup nous intéresser, donc l'article 11 sur la gestion des effluents à proprement parler. En termes de périmètre aussi, donc quelques rappels autour de cet article. Qui est concerné? Eh bien, toutes les volailles sont concernées, y compris voilà, donc les volailles issues des systèmes de reproducteurs. Donc là, voilà, l'arrêté qui est vraiment très très large en ce sens, mais aussi dans les activités, puisque ça ne concerne pas, n'est pas concerné que l'élevage, mais aussi toutes les autres activités pouvant disposer d'animaux, comme par exemple des animaleries, des zoos, qui vont eux aussi détenir des animaux et qui sont concernés par cet article. Autre point aussi, qu'est-ce qu'on entend par protection renforcée? Donc un petit peu une notion de crise. Donc ces protections renforcées,
sont applicables dans un cas général et visent à la claustration des volailles et des autres oiseaux captifs et éventuellement la protection par des filets. Et effectivement, donc on en parlait, ça revenait dans les questions aussi, éviter la proximité avec des points d'eau naturels, des cours d'eau ou des mares entre les bâtiments d'élevage et ces points d'eau. Un cas particulier pour les protections renforcées, donc celui des PAG, où là, la claustration est obligatoire, sauf pour les élevages disposant d'un nombre inférieur à 3200 palmipèdes. Pour finir ce tour de périmètre aussi, quels types d'effluents sont concernés? Là aussi, je dirais un peu tous, en faisant la distinction entre 3 types d'effluents. Les lisiers, donc qui vont concerner plutôt les effluents liquides et pompables, les fumiers, où là on sera plutôt sur des litières solides, et les fientes sèches, qui elles, donc voilà, sont un peu l'intermédiaire entre les deux, et c'est donc des matériaux qui ne comprennent pas de litière. Et enfin, une dernière grande famille qui est souvent citée dans l'arrêté, les sous-produits animaux, qui va comprendre sans s'illimiter les 3 classes d'effluents que j'ai citées auparavant. Un petit point aussi, donc vis-à-vis du titre, qui a la réflexion de cette présentation n'était peut-être pas des plus judicieux, puisque comme vous avez pu le voir dans ma slide précédente, il n'y a pas de relation entre le fait d'être en période de crise sanitaire et les principes de gestion des effluents, puisque ce sont 2 choses totalement corrélées et que donc ces principes de gestion s'appliquent à tout moment, à tout instant, qu'on soit en crise sanitaire ou pas. Alors, un des premiers principes, donc celui qui est un premier qui est assez primordial, voilà, pas de maîtrise des flux, pas de biosécurité envisageable d'une certaine manière, et ça, l'article 3 le rappelle parfaitement, en rappelant voilà, qu'il faut établir un plan de gestion des flux qui vise à séparer à la fois, donc à mener une réflexion temporelle, mais aussi des espaces entre les différents postes de gestion des effluents qu'on va pouvoir avoir. Donc là, j'ai fait une représentation très simplifiée. D'un côté, le bâtiment d'élevage pouvant disposer ou non d'un parcours, le poste stockage et le poste traitement ou épandage qui peut être là aussi ou non. Simplement de rappeler, voilà, donc chaque poste, donc de bien veiller dans ce plan de gestion des flux à ne pas avoir de retour en arrière. Pas mal de flèches rouges, et aussi de bien rappeler que le parcours voilà, n'est pas une zone épandable et que elle ne doit pas avoir d'échange, et que donc les seules entrées d'effluents qui doivent y avoir lieu sont celles ramenées par l'excrétion directe des animaux. Aussi, pour prévenir les risques plus sur la partie du stockage, donc là c'est l'article 6 auquel je vais faire rappel, qui vient compléter l'article 3. Et donc là aussi, qui va indiquer plein de mesures à prendre pour s'assurer au niveau du stockage d'éviter, de limiter en tout cas les risques de contamination, aussi sur son site que sur des sites voisins. Donc cet article rappelle notamment qu'au-delà de la bonne gestion des flux, eh bien tous les équipements qui sont utilisés dans ces manutentions-là doivent faire l'objet de nettoyage et de désinfection systématique après chaque opération. Un autre principe aussi qui est important, celui de la maîtrise des températures et de l'humidité qui peuvent accélérer la dynamique de contamination. Donc à titre indicatif, et pour mémoire aussi, je vous ai mis là un graphique voilà, qui représente le taux de croissance des Escherichia coli en fonction de la température, et on voit bien donc qu'il y a un optimum voilà, aux alentours des 37 degrés vis-à-vis donc de cette bactérie, et que donc tout doit être fait pour éviter de se retrouver dans cette zone-là où on va assurer une croissance voilà, de bactéries, de virus indésirables au sein des effluents. Un autre bon principe aussi qui a rappelé, stocker sans nouvel apport quotidien, puisque à chaque fois, cela revient à réensemencer naturellement l'effluent qui est stocké. Donc pour cela, concrètement, qu'est-ce qui peut être fait? Donc il y a quelques bonnes règles. Une première qui est celle au niveau d'un site de respecter des règles d'implantation avec une distance d'éloignement de 100 mètres qui est préconisée entre les zones de stockage des bâtiments où sont les animaux, mais également aussi d'autres flux matières comme les aliments, les litières et les parcours, voilà, qui doivent être, si possible, le plus éloignés les uns des autres pour éviter tout risque de contamination.
Autre bonne pratique à avoir, celle du bon dimensionnement des ouvrages de stockage. Donc pour ça, il est possible de se référencer au guide de dimensionnement donc, qui a été produit par l'IDEL et où vous y retrouverez toutes les données relatives aussi aux productions avicoles. Le Dexel aussi, hein, qui en a inspiré, va aiguiller là-dessus pour bien dimensionner ces ouvrages. Au niveau donc des effluents solides, donc des fumiers, le rappel aussi de bien constituer les andins au stockage, c'est-à-dire un andin qui va être continu, homogène donc et avec une hauteur maximum de 3 mètres, une largeur comprise entre 4 et 5 mètres. L'intérêt de cette technique et de cette bonne mise en tas est principalement aussi d'assurer l'auto-échauffement de la matière et ce qui va permettre d'éviter de se situer dans cette fameuse zone des 37 degrés et si possible essayer d'aller au-delà pour limiter la prolifération d'agents infectieux. Concernant les lisiers, là aussi il y a une dernière bonne pratique qu'on peut mettre en avant, celle qui vise simplement à couvrir la fosse. Dans la gestion des effluents, donc là, voilà, on va décliner 3 grands cas qui peuvent être rencontrés, dans lesquels peuvent se placer les ateliers de production. Le choix de l'épandage, le choix de l'assainissement naturel ou d'un assainissement accéléré. Et à chaque fois, pour chacune de ces 3 modalités, se posera le cas de configuration où on peut choisir de mener ça en propre ou de le faire de le déléguer à un tiers. Donc dans le premier cas de l'épandage, et pour rappel, si les effluents ne sont pas assainis, il est interdit de les épandre à moins de les enfouir, d'avoir un enfouissement direct de l'ordre de 10 à 15 centimètres. Le cas numéro 2, donc si on veut épandre chez un tiers, donc là, il y a aussi des règles à suivre. La première, c'est celle de la traçabilité des flux, donc être capable de renseigner quels flux ont quitté le site et vers quel autre site ils sont allés. Un engagement écrit entre la structure qui va transmettre ces effluents et celle qui va les recueillir. Le respect de la règle numéro 1 aussi, hein, dans le devenir des effluents naturellement. Et un point particulier où pour les palmipèdes, voilà, l'éloignement des 2 sites doit être supérieur à 20 km, sauf pour les exploitations de palmipèdes en reproducteurs, qui, eux, font l'objet, voilà, comme ça, d'une dérogation, sous réserve naturellement hein, de respecter les articles donc du plan de biosécurité commun, l'article 2 bis, l'article 7 bis, donc qui lui vise à rappeler le dépistage sérologique, pardon, excusez-moi, qui en élevage repro, et le 8 qui est le principe de la bande unique. Aussi un dernier rappel, donc l'expédition d'effluents non assainis est interdite, ou là aussi, à moins d'avoir une dérogation pour pouvoir le faire. Concrètement aussi, voilà, donc si on fait le choix de l'épandage avec enfouissement direct, on peut nous préciser quelques petites recommandations. Traditionnellement, deux grandes façons de procéder. La première, on dispose d'un système d'injecteurs directs, donc des injecteurs plutôt à dents ou à disque qui peuvent être suivis donc de roues de recouvrement ou de rouleaux fixes pour assurer comme ça le bon enfouissement de l'effluent. La seconde technique vise plutôt à utiliser des rampes à pendillard qui vont être suivies d'un second équipement type un cover crop ou un labour qui va assurer l'enfouissement de l'effluent direct. Donc, vous avez l'image d'un cover crop par exemple dans la ligne du bas là, des différentes images que vous pouvez voir. Et donc naturellement la buse palette qui elle voilà est interdite et qui le sera par ailleurs au-delà hein, des prescriptions de biosécurité sur les aspects environnementaux aussi. Hein, c'est des systèmes d'épandage qui de toute manière vont être voués à disparaître dans les années à venir. Deuxième grand cas, situation où on peut se placer, l'assainissement naturel des effluents. Donc voilà, on n'épand pas, on fait le choix de ne pas épandre l'effluent frais, mais de respecter un délai au stockage qui va permettre un assainissement de l'effluent. Donc 2 durées à retenir, 60 jours pour des lisiers et des fientes sèches, sans nouvel ajout d'effluent naturellement, et 42 jours pour les fumiers,
sous réserve qu'ils soient disposés en tas dans de bonnes conditions pour être exposés à leur propre chaleur. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être prévu sur site, mais qui peut être aussi délégué à un tiers. Donc là, par contre, il y a beaucoup de règles à respecter qui vont être assez similaires à celles que j'ai précédemment annoncées au niveau de l'épandage, donc au niveau de la traçabilité, de l'engagement écrit, du respect donc du cas précédent, du respect aussi des éloignements entre sites. Et là, la différence, par contre, une grosse nouveauté, un point à souligner entre les deux, c'est que l'établissement qui va recevoir les effluents doit être enregistré au règlement CE numéro 1069 en date de 2009, donc voilà, qui doit s'assurer qu'il a des pratiques sanitaires de gestion des effluents qui seront satisfaisantes. Dans le cas de lisier aussi, le site doit disposer d'un dispositif de stockage couvert et d'air de nettoyage et de désinfection, pour, à chaque livraison, assurer ces étapes du process qui sont très importantes. Un dernier cas, un dernier choix qu'on peut, en termes de pratique de gestion des effluents qui peut être appliqué, celui qui vise à un assainissement rapide des effluents. Donc pour cela, le distinguo entre deux typologies des effluents, donc les effluents liquides qui pourront être préférentiellement envoyés vers des systèmes, des process de traitement via le chaulage ou la méthanisation à la ferme, et les effluents solides qui, eux, peuvent être aussi mélangés à de la chaux, envoyés en station de compostage ou de combustion ou d'incinération, toujours sous la réserve d'avoir un agrément. Si on veut déléguer donc cette étape d'assainissement rapide à un tiers, là, grosso modo, le cadre réglementaire et les prérogatives à respecter vont être les mêmes que celles que j'ai précédemment annoncées pour un assainissement naturel, avec notamment aussi le fameux enregistrement du site qui va recevoir l'effluent. Donc, le principe d'hygiénisation en assainissement rapide, en fait, repose sur deux grandes modalités. La première, le choc pH qui peut être obtenu avec le chaulage. Donc là, on va monter à des pH 10 voire 12. Et le respect des couples temps-température, donc là, qui sont aussi indiqués. Donc à minima, 1 heure à 70 degrés, 3 jours à 65, 7 jours à 60, 14 jours à 55, auxquels la méthanisation, le compostage, le chaulage et la combustion vont faire appel. Le point de vigilance dans ces procédés à chaque fois, et le point de maîtrise à bien avoir, c'est de s'assurer que l'ensemble de la matière, et notamment quand on est dans le cas de matière solide, soit bien exposé à ces conditions de pH ou de température, assurant la bonne hygiénisation de l'effluent. Alors, la réglementation n'en parle pas, mais on peut envisager que demain, moyennant des agréments et moyennant aussi des études complémentaires, de nouveaux procédés puissent s'ouvrir à un assainissement rapide. On peut penser aux procédés de combustion à la ferme qui, pour l'instant, connaissent des verrous technologiques pour un déploiement notamment vis-à-vis de la qualité des fumées qui en sortent, mais potentiellement, si demain ce verrou est levé, ça pourrait être un procédé hygiénisant qui pourrait être mentionné. L'aération des lisiers, qui n'est pas mentionnée, mais qui est une pratique vraiment à la marge et parfois complexe à mettre en œuvre sur des lisiers avicoles qui sont relativement chargés en matière sèche comparé à des lisiers porcins notamment, où la technique est beaucoup plus employée. Et la granulation des fumiers et des fientes, où là, il y a un manque de retour sur la bonne hygiénisation ou non des effluents. De manière générale, quel que soit le procédé qui est retenu, il faut bien garder à l'esprit que le procédé parfait qui va répondre à tous les besoins n'existe pas, mais que c'est bien au regard du contexte dans lequel le ou les procédés vont être mis en œuvre, qu'ils vont être pertinents ou non. Là aussi, leur mise en application est tout aussi importante. Ces procédés sont souvent faits pour fonctionner dans des conditions d'alimentation ou des plages de fonctionnement qu'il convient de respecter pour s'assurer qu'ils garantissent l'hygiénisation des effluents.
En conclusion, donc voilà, les prérequis donc d'une bonne gestion des effluents reposent avant tout sur une bonne maîtrise des flux, ce qui est vraiment la première étape à cocher. D'autres outils structurants comme le plan de biosécurité et de circulation qui vont aider à mieux appréhender cette gestion des flux, et notamment le plan de biosécurité commun qui s'adresse en particulier aux repros, donc voilà, visant à élargir à plusieurs sites ce plan et à le concevoir en tout cas sur plusieurs sites qui peuvent être séparés. Le premier principe de bonne gestion des effluents aussi, donc qui va reposer sur la construction, en tout cas conceptuelle, d'une chaîne de gestion dans une approche systémique. Donc là, comme je le disais, voilà, ça peut être d'un site à l'autre, selon qu'on délègue à un tiers ou non, ou au sein même d'un même site, bien concevoir d'un poste à l'autre les transitions qui vont s'opérer. Le second principe de bonne gestion des effluents repose sur la sélection d'une ou plusieurs techniques qui peuvent être appliquées au stockage, au traitement ou à l'épandage. Donc voilà un petit peu le triptyque à retenir. Donc voilà, la présentation du jour visait pas à couvrir en profondeur tous les champs. J'ai pas fait une présentation en détail de l'ensemble des procédés, mais ou non plus aussi de toutes les préconisations d'épandage. Pour cela, pour plus de détails, je vous invite à aller consulter des fiches de Italie, voilà, notamment les fiches 7A, 7B, 7C relatives à la gestion des effluents, qui rentreront plus dans le détail que cette présentation. Voilà, merci de votre attention, et puis il me semble voir qu'il y a eu quelques questions qui ont été posées. Merci Vincent. Donc la journée est terminée. Avant de te laisser la parole, Louis, on a bien noté que les filières filières avicoles ont été très impactées par toutes ces crises d'influenza aviaire. On en a beaucoup parlé cet après-midi. On a aussi noté un effort considérable pour y répondre et puis pour améliorer, pour relever le challenge de la maîtrise de la biosécurité et de son observance. On a vu qu'à disposition, il y avait eu la mise en œuvre très proactive d'outils comme des outils professionnels d'aide à la décision, la mise en place du réseau. Et il reste encore de nombreux défis à relever, on l'a également vu, pour améliorer encore plus cette gestion et puis peut-être réussir à parvenir, on l'espère, à anéantir ces crises. Donc encore plus de prévention, de la biosécurité, de meilleure gestion des effluents. Et on a beaucoup d'espoir que tout cela porte ses fruits. Donc je vais te laisser la parole pour conclure sur cet après-midi et puis sur la journée. Louis. Écoute, que dire de plus après ta conclusion très structurée. On voit que tu avais préparé la chose, donc c'est super. J'ai pas grand-chose à rajouter d'autre, simplement vous dire merci parce que je suis impressionné de la participation, des questions posées, de l'intérêt finalement que ces journées amènent à chaque fois, et on repart toujours plus riche que quand on est que ce matin, d'un tas d'informations, d'un tas de nouvelles qui font vivre notre métier, certes, et on a des challenges, comme tu le disais, Julie, reste à relever, et il y en a, c'est clair. On est sur une phase évolutive sur cet épisode influenza, sur lequel on espère beaucoup de ces réunions de concertation ces groupes de travail d'influenza qui sont uniques. C'est la première fois qu'on prend le temps finalement de faire un débrief juste après la crise et d'en tirer, je l'espère, des conclusions qui seront constructives et positives pour tous. Donc voilà, on est à l'écoute de ça au niveau du SNA, on y participe activement. Et on espère avoir vraiment une sortie de crise par le haut, cette fois-ci. Voilà, merci à vous pour votre présence. Merci aux sponsors qui soutiennent cette activité à chaque fois. Merci aux intervenants parce que finalement, la preuve que vous étiez bons, c'est que le nombre de participants est resté constant. On était autour de 80 et voilà, c'est quand même pas mal. Surtout après la reprise, là, même pendant la sieste, c'est bien.
Merci à tous et merci à Julie, à toute l'équipe qui a organisé, Valérie qui est derrière là-bas, je sais pas si qui est aux manettes techniques, et puis dans 2 ans. Dans 2 ans, physiquement, on l'espère, pour se retrouver de manière plus conviviale. Et j'en profite simplement pour vous annoncer nos prochains événements. Donc, un webinaire influenza aviaire pour poursuivre sur le sujet, donc le 15 octobre prochain. Et puis également les prochaines journées de la recherche avicole et palmipèdes à foie gras qui auront lieu les 9 et 10 mars 2022 à Tours. Donc, ça sera une nouvelle fois l'occasion d'aborder des sujets qui sont intéressants pour les acteurs de vos filières multiplication et accouvage. Et je vous invite dorénavant, d'ores et déjà, à soumettre des propositions de communication et de posters. On peut le faire tout de suite sur le site Itavi, et cela jusqu'au 3 septembre prochain. Merci à tous, à bientôt.